Please be seated. Veuillez vous asseoir. Good afternoon. Le président, bonjour à tous, à nouveau. Vous êtes déjà debout, je suis un peu inquiet, dit le président. Maître Hochet, je comprends très bien. Je partage votre sentiment, je le comprends. Le président, vous me donnez quand même la parole pour que je puisse quand même dire bonjour à tout le monde et peut-être vous faire part de notre décision. Maître Hochet, oui, mais non, c'est ça? Je ne voudrais surtout pas qu'on rentre dans le débat d'avant le déjeuner, mais je tiens à dire que je suis dans l'obligation quand même d'attirer votre attention sur les sources. Donc, je vais vous citer mes sources, si cela vous sied, mais je ne rentrerai pas dans les détails et je n'argumenterai pas. Mais c'est une source qui traite exactement de sujets qui nous intéressaient tant avant le déjeuner. Donc, si vous me permettez, il s'agit de l'affaire Katanga, décision orale. Enfin, c'est une transcription du 8 février 2010, page 62, ligne 1 et suivante. Et la décision est résumée ensuite dans la décision qui a un numéro qui est en date du 11 mars 2010 et donc qui est la demande de l'accusation pour certifier appel d'une décision orale pour clarifier les incohérences dans des déclarations précédentes et l'hostilité partielle. Donc, ce qui est intéressant, c'est le paragraphe 15 en fait, parce que il est écrit donc qu'en ce qui concerne cette déclaration, la Chambre déclare, et je cite, la Chambre déclare qu'elle n'a pas fait de déclaration orale selon laquelle le témoin qui témoigne en ce moment dit des choses qui ne sont pas cohérentes avec sa déclaration préalable, mais on ne peut que montrer sa déclaration préalable si la Chambre considère que ce témoin a perdu la mémoire ou si la Chambre l'a déclaré hostile. Donc la Chambre a tiré cette conclusion en ce qui concerne le témoin P250 parce que ses réponses étaient assez incohérentes par rapport à ce qu'il avait dit. Et donc la Chambre a bien dit qu'il n'avait pas perdu la mémoire et donc le paragraphe 109 n'était pas applicable. Le président, bien, mais de toute façon, merci beaucoup de nous avoir donné cette source. Nous sommes encore en train de délibérer sur ce point entre juges. Et avant la fin de l'interrogatoire du témoin, bien sûr, nous aurons rendu notre décision. Mais je vais donc demander à M. McDonald de poursuivre son interrogatoire. Et nous verrons ce qu'il en est plus tard quant à la décision qui sera rendue par la Chambre. Bonjour, monsieur le témoin. Bonjour, monsieur le procureur. Dans un but d'éclaircir la question, à nouveau, je reste toujours sur le slogan « On gagne ou on gagne ». Alors, selon vous, je pose la question, quelle était la signification derrière ce slogan? Monsieur le procureur, je pense avoir déjà répondu. Vous savez, le slogan, ce n'est pas moi qui l'ai lancé. Ça a été vu dans les publicités du président,
Mais je pense, comme je viens de vous le dire, c'est un slogan campagne pour faire, pour faire la campagne présidentielle. On gagne ou on gagne, c'est des mots, si vous voulez. Vous savez, nous, on a l'habitude à Abidjan de jouer avec les mots et de prendre les mots comme ça. On peut dire des choses. On gagne ou on gagne, mais ça ne veut pas dire que si on a gagné, on doit rester, ou si on n'a pas gagné, c'est des mots de campagne, je crois. Moi, c'est mon analyse à moi, personnelle. Ce sont des mots qu'on a utilisés pour faire la campagne. Je ne sais pas d'autres choses sur ce mot-là. Je vais revenir sur ce que vous avez dit précédemment ce matin, ou avant la pause déjeuner, si vous préférez, page 65 du transcrit français à partir de la ligne 2. Et je vais vous lire, parce que je vais vous poser une question de précision. Écoutez, vous savez, en campagne, on essaie d'utiliser les mots pour, si tu veux, ambiancer. En ce moment, c'est dans le transcrit, c'est comme ça, la campagne. Sinon, avec Gbagbo, on gagne ou on gagne, ça ne veut pas dire qu'on doit forcément rester ou on doit forcément gagner. Ce sont des slogans de campagne. Ça se fait partout dans le monde. Vous choisissez les slogans pour faire votre campagne. C'est comme on disait, il n'y a rien en face, c'est maïs. Ça veut dire quoi? Il n'y a rien en face, c'est maïs. Ça veut dire que ceux qui sont en face de nous, ils ne sont rien. C'est comme du maïs qu'on mange. Mais ça ne veut pas dire que ce sont des slogans violents. Ce sont des slogans de campagne comme eux aussi avaient des slogans que je ne connaissais pas, mais c'est pareil, on était en campagne. À votre connaissance, comment était interprété, pourquoi vous dites c'est pas, excusez-moi, je vais revenir, pourquoi vous dites que ce n'était pas des slogans violents? Pourquoi prenez-vous la peine de préciser cela? Parce que je pense que ce sont des mots que nous, on utilisait comme vous avez dit tout à l'heure. Ce sont des mots de campagne, c'est des mots de la rue, c'est des mots pour ambiancer. Mais quand je vais tirer votre attention, ce ne sont pas des mots pour exciter à la violence, c'est ce qu'il voulait dire. Parce que nous sommes ici pour des raisons de violence. Je pense, à ma connaissance, c'est pour cela que nous sommes ici. Pourquoi mentionnez-vous, toujours à la ligne, le même transcrit, je relis à partir de la ligne 4, cette fois-ci, ça ne veut pas dire qu'on doit forcément rester ou on doit forcément gagner. Pourquoi prenez-vous la peine de préciser cela ce matin dans votre témoignage? Parce que le slogan veut à peu près dire ce que ça veut dire. Ça dit où on gagne, où on gagne. Ça dit où on a gagné, où on gagne. Ça dit c'est forcé qu'on doit gagner. C'est ce que ça veut dire à peu près, si vous voulez. Mais c'est des mots de l'ambiance. C'est pour exciter les gens à l'ambiance. C'est tout. Et à votre connaissance, parce que vous étiez donc un leader, vous dites tout à l'heure de la galaxie patriotique, hein, votre nom est dans la chanson « Il n'y a rien en face, c'est maïs ». Donc vous participez à la campagne, vous êtes l'un des mouvements de la LMP en soutien à M. Gbagbo. Quel est à ce moment-là le message qu'on veut véhiculer avec ce slogan? Lequel? Il n'y a rien en face? On gagne ou on gagne? Bon, monsieur le procureur, moi, je n'ai pas utilisé, de mon côté, je n'ai pas utilisé ce slogan où on gagne ou on ne gagne pas. Moi, dans toutes mes tournées, je n'ai pas utilisé ça. D'autres ont dû utiliser.
moi, j'ai beaucoup utilisé la musique. Il n'y a rien en face, c'est le maïs. Parce que pour moi, c'était la musique de l'ambiance et des choses. Ça, c'est l'autre slogan, là, moi, je n'ai jamais utilisé. Mon parti n'a jamais utilisé. Et mon mouvement n'a jamais utilisé. Mais le contraire, moi, j'ai toujours utilisé la chanson des galets. Je comprends que ce n'est pas votre slogan. Ça, je comprends ça. Mais vous avez fait campagne pour ça, n'est-ce pas? Donc, c'est quoi le message? C'est qu'est-ce que le message, avec quoi? Monsieur le procureur, quand vous allez en campagne, c'est pas pour aller faire une défaite. Vous allez en campagne, c'est pour gagner la présidentielle. Donc, vous utilisez les moyens pacifiques, les moyens de votre parole pour faire votre campagne et pour que la population vous soutienne et que la population puisse vous voter pour que vous restez. Voilà les slogans qu'on utilisait. Et donc, je comprends que la Chambre n'a pas encore rendu sa décision, mais elle va le faire, toujours dans l'esprit d'aider la Chambre à rendre cette décision. Vous rappelez-vous d'avoir été questionné à ce sujet lors de vos rencontres avec le bureau du procureur? Monsieur le procureur, vous allez bien vouloir m'excuser, c'est vrai. Vous savez, les auditions ont commencé avec moi depuis le 4 octobre 2011. Et tout le temps, il y avait des auditions. Ça a duré pendant 4 ans. Je ne peux pas me souvenir à peu près de tout. Si vous voulez m'aider dans ce sens et qu'on puisse avancer, il n'y a pas de problème à ça. Mais personnellement, il faut que les choses soient claires. Quand même, c'est des choses qui ont duré depuis 4 ans. Et depuis 4 ans, je suis auditionné en différents partis et chaque fois, souvent même pour la même cause en plusieurs reprises. Et vous savez, pour nous, c'est un peu difficile. Ce genre de choses, on n'est pas habitué à ce genre d'auditions. Donc, comme je vous le dis, je peux être questionné sur ce sujet et je peux ne pas me souvenir. Maintenant, s'il y a d'autres possibilités qu'on me rafraîchisse la mémoire ou qu'on puisse m'aider, il n'y a même pas de problème, on peut avancer. Moi, je suis venu, c'est pour dire ce que je sais et ce qui est la vérité pour l'intérêt de la Côte d'Ivoire, pas pour d'autres choses. Parce que vous avez également dit ce matin que votre mémoire, elle n'est pas infaillible. Oui, mais... Lorsqu'on parlait des dates, oui. Vous avez dit que ça ne se limitait pas seulement juste aux dates. Oui. Vous aviez des fois des problèmes au niveau de votre mémoire. N'est-ce pas? Oui, c'est ce que j'ai dit. Donc, en ce moment, si vous avez ajouté à vos réponses sur le sujet du slogan « On gagne ou on gagne », en ce moment, vous dites que vous n'en rappelez pas. C'est bien ça, juste pour qu'on comprenne bien votre témoignage. Ce n'est pas un guet-apens, ce n'est pas une... Oui, monsieur le procureur, j'ai dit, cette question était posée. Il y a eu peut-être de l'audience dessus, audition dessus. Mais je souhaiterais qu'on puisse me rappeler un peu certaines choses. Parce que, comme j'ai dit, c'est quand même longtemps. Ça a duré aussi. Et vous savez, nous, tous les jours, on est dans d'autres activités, on fait d'autres choses. Je fais une pause maintenant, Monsieur le Président. Je ne sais pas si cela est utile pour la Chambre. Ces nouveaux faits mentionnés par le témoin sont-ils utiles pour la Chambre? Je viens de suivre une procédure afin de revenir et d'essayer d'obtenir de sa part un élément d'information qui milite en faveur d'un exercice de rafraîchissement de la mémoire. Le juge président, mais nous ne sommes pas en train de parler de faits anodins dont on ne peut pas se souvenir. Il s'agit d'un élément d'information très important, crucial.
je voudrais simplement vous rappeler que vous êtes sous serment, que vous êtes tenu de dire la vérité, et que si vous vous souvenez de quelque chose, vous dites ce dont vous vous souvenez. Si vous ne vous souvenez pas, vous dites simplement je ne m'en souviens pas. Mais de toute façon, vous devez dire la vérité. Je suis tout à fait conscient de ce que j'ai dit. Je suis venu de la Côte d'Ivoire jusqu'ici, c'est des milliers de kilomètres, c'est pour dire la vérité. C'est pour dire ce que je sais. Mais il arrive parfois, tu peux oublier certaines dépositions. Et c'est normal, Monsieur le Président. Ce n'est pas que je le fais exprès, non, je suis désolé. Je ne suis pas venu cacher quelque chose. Je vais dire toute la vérité. C'est pour que et ça va dans l'intérêt aussi de moi-même et de mon parti même. C'est crédible pour moi que j'ai dit la vérité. Donc, si j'ai dit certaines choses, je ne me rappelle pas, effectivement, c'est vrai. Mr. Prosecutor, Le juge président, monsieur le procureur, comme je l'ai dit d'emblée, j'aimerais que vous poursuiviez sur un autre sujet ou sur celui-ci, celui du slogan. Nous y reviendrons plus tard. Autrement, les choses deviennent un peu confuses. Je ne souhaite pas que les choses soient confuses. Je vous demande simplement de passer à autre chose. Laissez le slogan de « on gagne ou on gagne ». Laissez-le de côté pour l'instant et poursuivez avec un autre thème jusqu'à ce que nous ayons rendu notre décision, après quoi vous pourriez retourner à cela. I will, Your Honor. Le président, monsieur MacDonald. Très bien, monsieur le président. Je voudrais simplement rappeler à la Chambre, et je crois que la Chambre le sait parfaitement, nous l'avons dit dans notre déclaration liminaire d'ailleurs, vous entendrez un certain nombre de témoins qui sont d'anciens personnes qui étaient très proches des co-accusés. Et pour l'instant, ils ont l'impression d'être sur la sellette. Ce que je veux dire, c'est que je vais effectivement aborder un autre thème dans l'espoir que je ne vais pas me heurter à ce genre de situation dans une demi-heure. Le président, eh bien, ça dépendra aussi de votre façon de formuler vos questions et de votre interrogatoire. Je ne sais pas si cela vous aide. Merci. Monsieur le témoin, vous avez mentionné, avant la pause déjeuner, on a parlé du financement par la DNC, la Direction nationale de campagne. Et vous avez mentionné que vous n'avez pas été financé par la direction de campagne. N'est-ce pas? Oui, monsieur le procureur, il est bien confirmé et je le confirme encore que je n'ai jamais été financé par la direction de campagne pour faire la campagne. Avez-vous été financé par d'autres voies, à quelque moment que ce soit, suite à la création de la NACIP jusqu'à l'arrestation de M. Gbagbo le 11 avril 2011? Monsieur le procureur, pour la création de la NACIP, moi j'avais mes propres moyens. J'avais mes propres moyens de faire la politique, j'avais mes propres moyens de créer mon parti, mon mouvement, tout ça. Je l'ai fait de mes propres moyens, monsieur le procureur. De mes propres moyens. Alors, écoutez, on va revenir à ce que vous avez dit ce matin. On va trouver le passage. Et je vais vous citer exactement ce qu'il en est de vos paroles. Mais je vais continuer. Revenons à la galaxie patriotique. Car avant de nous quitter, vous avez mentionné la galaxie patriotique. L'existence. C'était quoi ça, la galaxie patriotique? La galaxie patriotique, c'était où se retrouvaient et se reconnaissaient tous les leaders des différents mouvements politiques et de mouvements soutien à la patrie.
qui pensaient que nous étions attaqués. Donc, on s'est organisé. Donc, c'est le groupe de tous les leaders qui étaient ensemble qu'on appelle la Gracie patriotique. La Gracie patriotique, c'est ceux qui défendent leur patrie. Donc, c'est ceux qui, vous dites, défendaient la patrie. Oui. Quand est-ce qu'elle a pris naissance ou elle a pris forme, cette galaxie patriotique? La Gracie patriotique a commencé à prendre forme et s'organiser à partir lorsque la Côte d'Ivoire a été attaquée et la Côte d'Ivoire a été divisée. C'est comme ça. Combien, donc, de groupes la composaient, la galaxie patriotique? Je ne peux pas te donner les chiffres exacts, mais on était beaucoup trop nombreux qui faisaient la Gracie patriotique. Vous rappelez-vous combien approximativement? Monsieur le procureur, je ne peux pas vous donner les chiffres exacts. Mais on était nombreux. Écoutez, monsieur le témoin, je comprends que vous ne pouvez pas nous donner de chiffres exacts, mais vous pouvez aussi nous donner des approximations sans avoir peur de vous tromper ou avoir peur, parce que vous avez mentionné dans votre témoignage ce matin qu'on vous avait lu les droits, sans avoir crainte. On a droit à l'erreur aussi lorsqu'on témoigne. Bien sûr, monsieur le procureur, mais il faut que les choses soient claires. Je l'ai déjà dit, j'ai dit ça devant le président, devant vous, que je ne suis pas venu ici pour faire de l'amusement. Je suis venu dire ce que je sais. Et comme je vous le dis, peut-être, bon, si tu veux, je peux te donner des chiffres. Peut-être on était 100, ou on était 50, ou on était 150. Ben, parce que quand je te parle de la Gracie patriotique, je ne te parle pas de tous les patriotes de la Côte d'Ivoire. Je te parle des leaders qui avaient les différents groupes qui étaient réunis dans l'ensemble de la Gracie patriotique, qui faisaient la Gracie patriotique. Là, vous pouvez partir à partir de 100, 150, 200, je crois, à ma connaissance. Vous rappelez-vous justement avoir été questionné également dans votre premier entretien avec le bureau du procureur et les chiffres que vous aviez mentionnés à ce moment-là? Oui, c'est ça. Je crois qu'on m'a même demandé le nom de certains leaders de la Gracie patriotique, où j'ai donné la liste. Vous avez la liste? Je crois bien. Alors, ma question, je vais la répéter. Vous rappelez-vous d'avoir été questionné sur le chiffre ou le nombre que vous aviez donné, de groupes qui faisaient partie de la galaxie patriotique? Vous rappelez-vous d'avoir donné un nombre dans votre déclaration, la première? C'est ce que j'ai dit. J'ai dit, je me rappelle que j'ai été questionné sur ça. Et qu'on m'a même demandé de donner le nom. Je crois qu'on a donné le nom, on a fait une liste. Mais le nombre, je ne me souviens pas, c'est combien. Donc, vous ne vous rappelez pas du nombre que vous avez donné au bureau du procureur au mois d'octobre 2011? Non. Mais je sais qu'on a fait une liste. Je note pour le compte-rendu que nous aurons l'occasion ultérieurement de rafraîchir la mémoire du témoin à cet égard. Le président, faites-le. Faites-le maintenant. C'est différent de la situation précédente. C'est différent. Maître Rocher, c'est différent. Le président confirmant, oui, c'est différent. Pardon, monsieur le procureur, monsieur MacDonald. La différence est celle-ci. Cette fois-ci, le témoin a bien dit « je ne m'en souviens pas ». Alors que dans la situation précédente, il a donné une réponse et vous n'étiez pas tout à fait satisfait de la réponse. C'est là la différence. Monsieur MacDonald, il ne s'agit pas d'être satisfait ou pas de la réponse. Je comprends parfaitement ce que vous avez dit, monsieur le président, mais je veux simplement que ça soit précis. Puisque mon contradicteur s'est levé et a cité Katanga, moi aussi je pourrais vous citer Ruto et d'autres affaires. L'essentiel, c'est que la première étape avant
de demander l'autorisation de poser des questions directrices à un témoin qui refuse de répondre aux questions, et ce de manière délibérée, et d'établir si ce qui a été dit précédemment par le même témoin. Dans ce cas-là, l'objectif est de rafraîchir la mémoire du témoin pour qu'il puisse dire « oui, je m'en souviens ». Le président interrompant « oui, mais nous n'allons pas nous étendre sur le sujet parce que cela fait partie de la délibération de la Chambre. La situation présente est différente de la situation précédente. Donc, procéder à un rafraîchissement de la mémoire du témoin. » Monsieur MacDonald, d'accord. Trouver la référence exacte. Mais vous avez mentionné dans votre déclaration, la première, plus de 300. Est-ce que vous vous rappelez avoir dit cela lors de votre première rencontre, alors que l'enregistrement tourne et qu'on capte votre voix et chaque mot que vous dites? Monsieur le procureur, puisque vous venez de... Ça peut être possible, il n'y a pas de problème. Si c'est ce que j'ai dit et que c'est ce qui est mentionné, il n'y a pas de problème. À votre connaissance, donc, je vous repose la question, selon vous, il y avait combien de groupes, approximativement, je comprends que vous ne les avez pas tous comptés l'un à un, qui pouvaient, là, je vous ai rafraîchi la mémoire en vous précisant 300, plus de 300. Alors, je vous pose la question. Ça va être l'exercice qu'on va falloir faire, monsieur le témoin, tout au long de votre témoignage. Armez-vous de patience. Ouais, il s'agit de la Côte d'Ivoire, il n'y a pas de problème. Monsieur le procureur, vous avez dit que j'ai mentionné plus de 300. Nous allons vous dire, et je répète, il y en avait plus de 300. Quand vous parlez de groupes, les groupes, il y avait trop de groupes. Mais il y avait toutes sortes de groupes. Donc, vous pouvez prendre plus de 300. Tous ces groupes qui faisaient partie de la Galaxie patriotique, ça, il n'y a pas de problème. Moi, je ne vois pas aucun problème à ça. Est-ce qu'il y avait un groupe qui était plus important qu'un autre au sein de cette galaxie patriotique? Ou plus nombreux, ou plus grands, ou plus importants? Bien sûr, monsieur le procureur. Bien sûr. Il y avait plusieurs groupes importants. Vous avez le groupe de COGEP qui était très, très, très important, qui avait beaucoup de sympathisants, qui avait beaucoup de membres, et beaucoup qui soutenaient, qui étaient de la COGEP. Il y avait aussi le groupe de la jeunesse du FPI. Il y avait le groupe de la jeunesse de la NACIP. Il y avait plusieurs. Mais le groupe le plus important, c'est ça de COGEP. Qui était à la tête du Congrès panafricain des jeunes et patriotes, donc du COGEP? C'est le ministre Blé Goudéchal. Vous dites le ministre. Quand est-il devenu ministre? Il est devenu ministre après les élections, quand le président Gbagbo a fait son gouvernement, l'a nommé ministre de la Jeunesse. Avant les élections, quel était son titre? Il était le président du COGEP et chef de la Galaxie patriotique. Donc, il était président du Congrès panafricain des jeunes et patriotes. Et il était également, vous dites, à la tête de la Galaxie patriotique? Bien sûr. Just for the record, the number... Au fin du compte rendu, je précise que ceci peut-être se retrouve à la transcription portant la référence 30 0014-0622, page 0630 à 0631,
et plus précisément aux lignes 288 à 294. À ce moment-là, au sein de la galaxie patriotique. Pour moi, un patriote, c'est celui qui défend les intérêts de sa patrie, de son pays. C'est ça, un patriote, pour moi. Je ne sais pas c'est pour qui ou pour les autres, qu'est-ce que c'est un patriote. Mais pour moi, un patriote, c'est lui qui défend les intérêts de son pays. Quels étaient les principaux leaders de la galaxie patriotique? Êtes-vous à même des nommés? Vous avez fait référence à un document ou les... Alors, je vous demande dans un premier temps de mémoire. Ok, je peux citer quelques-uns. Allez-y. Ok. Il y a Blé lui-même. Il y a moi-même. Il y a Dakou Richard. Il y a Youssouf Fofana. Il y a tout cela. Il y a Navigo aussi, faisait partie de la galaxie patriotique. Bon, quand vous dites Blé, vous faites référence à M. Blé Goudet. Oui, j'ai dit Blé Goudet, c'est mon petit frère. J'ai dit Blé Goudet, Charles, le ministre Blé Goudet. Vous faites référence aussi, vous avez dit un nom, Navigué, Naviguer. prénom ou deuxième nom? Ça s'appelle Naviguer Konaté, quelque chose comme ça. Donc le même qui faisait partie de la DNC. Oui. Plus tard. Oui. Comme on a vu sur un document. C'est ça. Ce matin. Est-ce qu'il y a d'autres personnes dont vous vous rappelez? Il y a Ano Castro. Hanoï Castro? Oui. Il faisait partie de la galaxie patriotique. Il y en a plusieurs. Je ne me souviens pas des noms. Mais vous avez la liste. Quand vous dites « nous avons la liste », vous faites référence à quoi? Dans les auditions, on m'a auditionné, où m'a sonné les noms. On a fait une liste des noms des leaders de la galaxie patriotique, les jeunes qui supportaient le président Gbagbo. J'ai donné la liste. Ça, vous vous rappelez de cela? Bien sûr. Très bien. Alors, on va prendre cette liste. OK. Afin de vous rafraîchir la mémoire. There I do have an objection. Maître Rocher, là, je dois opposer une objection. Cette liste... Pourriez-vous enlever votre casque, s'il vous plaît? Cette liste de noms, si je me souviens bien, c'est une liste... Enfin, dans un premier temps, on lui a posé des questions au sujet de certains noms. On lui a demandé de fournir cette liste le lendemain. Lors de ses auditions, il a eu l'occasion de rentrer chez lui, de revenir et de rédiger une liste, dresser une liste le lendemain ou un autre jour. Une liste de noms. Alors essentiellement, ce qu'il doit faire devant vous, c'est réécrire cette liste, dresser cette liste de nouveau. C'est une liste qu'il a pu préparer en consultant éventuellement d'autres personnes. Et ce qu'il dit au sujet de ces noms est très important. Car il dit que cela fait référence à des personnes impliquées dans les actes de violence. Donc, si vous autorisez M. MacDonald de présenter cette liste devant le témoin et d'utiliser une liste qui a été préparée dans des circonstances très différentes et loin de cette chambre, il ne s'agit pas d'une liste qui a été préparée pendant les événements, elle a été préparée dans le cadre des auditions du témoin avec le bureau du procureur, en accordant à ce témoin l'occasion de faire des appels téléphoniques et éventuellement d'aller consulter d'autres personnes avant de la préparer. Pour toutes ces raisons, nous soulevons une objection. Nous ne voulons pas que cette liste soit présentée aux témoins. Le président Maître Knoops,
Maître Knops, nous nous associons à cette objection, Monsieur le Président. Maître Massida, nous n'avons pas d'observation à formuler, Monsieur le Président. Monsieur le Procureur, Monsieur MacDonald, le contexte dans lequel cette liste a été dressée, au vu des commentaires formulés par mon contradicteur, le Président interrompant, pourquoi est-ce que vous ne demandez pas aux témoins dans quel contexte la liste a été préparée? Je ne sais pas, en fait, ce qu'il en est. J'ai entendu une partie, mais je crois que la personne la mieux placée pour répondre à ces questions sur cette liste, justement, c'est le témoin lui-même. Monsieur MacDonald, d'accord, je vais le faire. Le président poursuivant. D'ailleurs, cela fait partie des observations que j'ai formulées tout à l'heure. Enfin, vous pouvez lui poser une question sur le contexte. Monsieur MacDonald, j'allais simplement dire que mon contradicteur pourrait poser ces questions dans le cadre de son contre-interrogatoire, s'il souhaite entamer la crédibilité du témoin. Mais moi, je vais poser mes questions à ma manière. Vous avez vos écouteurs, très bien. Pourriez-vous expliquer, vous rappelez-vous le contexte comment cette liste a été compilée, elle a été écrite? Ce sont des questions que les enquêteurs me posaient et qu'il était nécessaire que je fasse la liste pour leur remettre ça. Où étiez-vous lorsque vous avez fait la liste? Je crois que c'est Abidjan. Mais est-ce que vous étiez en présence des enquêteurs? Non. Où étiez-vous donc? Le jour qu'on a fini les premières enquêtes, je suis reparti à la pergola. Il était question que j'ai fait la liste pour les envoyer. Puisque le lendemain, je devais être auditionné. Et donc, j'ai fait venir la liste le lendemain. Donc, vous étiez à la pergola lorsque vous avez fait cette liste? Oui. Et qui a confectionné cette liste? C'est moi-même. Avez-vous eu de l'aide? C'est moi-même. Parce que peut-être il fallait que je me retire un peu pour de réfléchir un peu et de me rappeler des noms de nos camarades de lutte. Donc, qui a écrit la liste? Parce que je comprends que c'est en format écrit. J'en ai une copie ici. Oui. Bon. C'est écrit à la main. Hein? Oui, bien sûr. Qui l'a écrit? Qui a écrit ça? Demandez à un ami d'écrire ça. Est-ce qu'on peut le nommer en audience publique? Non. Alors, à ce moment-là, est-ce qu'on peut le nommer à huis clos partiel? Mais à quoi ça va servir puisqu'il ne savait même pas de quoi il s'agissait? Je crois que ça aiderait beaucoup la Chambre. Non. Je ne pense pas. Well, the chamber does believe. Le président, la Chambre en est convaincue, monsieur le témoin. Je pense que vous devez savoir qui est la personne qui vous a été aidée à établir cette liste. Et je le répète, de mettre cette liste par écrit, bien sûr. Le procureur a dit que ce nom pouvait être prononcé à huis clos partiel, bien sûr, donc personne à l'extérieur de la salle n'entendra ce nom. Si vous pensez qu'il nous faut un huis clos partiel pour cela, dites-le. Bien, que l'on passe à un huis clos partiel. Je n'entends plus bien même. Je ne sais pas.